Marie regarda le vieux vétérinaire prendre une bouteille de whisky dans le bar, la faire presque tomber et se verser un verre. Elle fit un pas vers Johnny et lui parla à voix basse. Arrête-le, il va être complètement ivre. Et qui vous a élu reine de la tempérance demanda-t-il en levant les sourcils. Pauvre connard, dit-elle. Est-ce que vous croyez que je ne vous ai pas vu lui donner la première bouteille? Vous croyez que je ne vous ai pas vu? Elle fit un pas en direction de Tom, mais Johnny la retint et y alla lui-même. En l'entendant pousser un petit cri de douleur, il se dit qu'il avait sans doute serré son poignet un peu plus fort que la courtoisie l'y autorisait. Il n'était pas habitué à ce qu'on le traite de connard. Ses œuvres lui avaient valu des récompenses. Il avait fait la couverture de Time. Il avait baisé avec la fiancée de l'Amérique. À retardement, d'accord, elle n'était plus la fiancée de l'Amérique depuis 1965, mais n'empêche qu'il l'avait eue. Et surtout, il n'était pas habitué à ce qu'on le traite de pauvre connard. Pourtant, Marie n'avait pas tort. Lui, qui n'ignorait rien des voies et des chemins des alcooliques anonymes, n'en avait pas moins donné à ce poivreau sa première gorgée de la soirée. Il avait pensé que ça remettrait le vieux sur pied, qu'il retrouverait ses esprits, et ils avaient besoin qu'il retrouve ses esprits, c'était sa ville après tout. Mais n'avait-il pas été un peu vexé lors de la distribution que le vétérinaire s'attribue une arme chargée, alors que le lauréat d'un prix littéraire national se retrouvait avec une 22 non chargée? Oh non, non, putain, le flingue n'a rien à voir avec ça. Le problème, c'était que le vieux ait assez de lucidité pour nous aider. Enfin, peut-être. Ça semblait un peu tordu, mais il fallait bien s'accorder le bénéfice du doute dans certaines situations. Surtout les situations aussi démentes que celle-ci. En tout cas, cela n'avait sûrement pas été une si bonne idée que ça. Il avait eu un bon nombre d'idées, pas si bonnes que ça, dans sa vie, et s'il y avait un seul type au monde capable d'en reconnaître une, quand il la croisait, c'était probablement John Edward Marinville. Pourquoi est-ce qu'on ne garderait pas ça pour plus tard, Tom dit Johnny, en retirant gentiment le verre de whisky des mains du vétérinaire, à l'instant où il le portait à ses lèvres. Hé mugit Billingsley, qui tendit les lèvres, les yeux plus vitreux que jamais, et maintenant ourlés de traits rouges qui ressemblaient à de petites coupures. Donnez-moi ça. Johnny tenait le verre hors de sa portée, près de sa propre bouche. Il ressentit soudain un besoin irrépressible de régler le problème de la manière la plus rapide et la plus simple. Mais il posa le verre en haut du meuble du bar, où le vieux Tom ne pourrait l'atteindre sans sauter. Donc il crut Tom incapable de sauter pour un verre. Le vieux Tom en était au point où il pourrait jouer l'hymne de la marine en pétant si on lui promettait une double ration. Les autres les regardaient. Marie, en frottant son poignet, qui était rouge, observa Johnny, mais juste un peu, rien de tragique. Donnez-moi ça beuglait Billingsley. Il tendit la main vers le sommet du bar, ouvrant et refermant les doigts, comme un bébé en colère qui veut qu'on lui rende sa sucette. Johnny se rappela soudain comment l'actrice, celle aux émeraudes, celle qui avait été jadis la chouchoute de l'Amérique, si adorable que le sucre ne fondait pas dans sa main, comment cette actrice l'avait un jour poussé dans la piscine au Bel Air, comment tout le monde avait ri, et comment il avait ri lui aussi, en ressortant trempé, sa bouteille de bière toujours à la main, trop ivre pour voir ce qui se passait, pour comprendre que le bruit de chasse d'eau qu'il entendait, c'était ce qui restait de sa réputation en train de foutre le camp dans les égouts. Eh oui, mesdames et messieurs, c'était par une chaude journée à Los Angeles, et il riait comme un fou dans son costume Pierre Cardin trempé, brandissant comme un trophée sa bouteille de Budweiser, et tout le monde riait avec lui. C'était tellement amusant. On l'avait poussé dans la piscine, comme dans un film, et c'était si drôle pour tous les invités. Oh là là, oui. Bienvenue dans le monde merveilleux des types trop ivres pour comprendre. Voyons un peu comment tu vas te sortir de ça par l'écriture, monsieur Marinville. Il ressentit une bouffée de honte, plus pour lui que pour Tom, même s'il savait que c'était Tom qu'il regardait. Sauf Marie, qui faisait toujours son cinéma à cause de son poignet. Tom, qui n'arrêtait pas de dire « Rendez-le-moi » tout en ouvrant et fermant la main comme un bébé. Tom, qui était déjà pété avec seulement 3 verres. Johnny avait déjà vu ça. Au bout de quelques années, à passer à nager dans une bouteille, à boire tout ce qui vous tombe sous la main, tout en restant apparemment sobre, vos branchies agnolles semblent soudain acquérir une curieuse tendance à se fermer hermétiquement au premier verre. Incroyable mais vrai. Venez voir la stupéfiante histoire de l'alcoolique au stade ultime, les gars. Entrez, entrez, vous n'en croirez pas vos yeux. Il entoura de son bras les épaules de Tom et se pencha vers l'arôme brun du whisky Dante qui flottait autour de la tête de l'homme comme un halo odorant, et il murmura « Soyez gentil, et vous l'aurez plus tard. »
Tom le regarda, de ses yeux bordés de rouge. Ses lèvres gercées et craquelées étaient humides de salive. « C'est promis » murmura-t-il d'un ton de conspirateur. « Oui, dit Johnny. Il est possible que j'aie eu tort de vous offrir la première gorgée, mais maintenant que je l'ai fait, je vous assurerai le nécessaire. Seulement, je n'en ferai pas plus. Alors, gardez un peu de dignité, d'accord ?» Billingsley le regarda, grands yeux pleins de larmes, paupières rouges, lèvres luisantes. « Mais je peux pas, murmura-t-il. Johnny soupira et ferma les yeux un moment. Quand il les rouvrit, Billingsley regardait Audrey à l'autre bout de la scène. « Et pourquoi faut-il qu'elle porte une robe aussi courte » murmura-t-il. L'odeur de son haleine était assez forte pour suggérer à Johnny qu'il avait peut-être plus de 3 verres dans le nez. Le vieux soifard s'en était envoyé 2 ou 3 de plus entre-temps. « Je n'en sais rien, répondit Johnny. Il eut un sourire de présentateur de télévision et ramena Billingsley vers les autres en lui faisant tourner le dos au bar et au verre posé tout en haut. « Vous vous en plaignez » ajouta Johnny. « Non, répondit Billingsley. « Non, mais simplement… » Il leva naïvement vers Johnny ses yeux d'ivrogne. « Mais de quoi est-ce que je parlais ?»« Oh, c'est sans importance, dit Johnny. Cette fois, c'était la voix qui évoquait le présentateur de télévision, forte, enjouée, aussi sincère que la promesse d'un producteur de vous téléphoner la semaine prochaine. « Dites-moi donc un peu, reprit Johnny, pourquoi est-ce qu'ils appellent ce trou dans le sol le puits chinois? Ça fait un moment que je me le demande. »« Oh, je pense que mademoiselle Wyler en sait plus que moi sur le sujet, répondit Billingsley. Mais Audrey n'était plus sur la scène. Tandis que David et son père les avaient rejoints, l'air inquiet, Audrey était sortie par la droite, peut-être à la recherche de quelque chose d'autre à manger. « Voyons, dit Ralph, soudain plus volubile. Johnny le regarda et se rendit compte qu'en dépit de tous ses problèmes, Ralph Carver avait très bien compris l'ampleur de ceux du vieux Tom. « Je parie que vous avez oublié plus d'histoire locale que cette jeune dame n'en a jamais apprise. Et est-ce que c'est de l'histoire locale ?»« Oui, dit Billingsley, histoire et géologie. »« Allez, Tom, dit Marie, racontez-nous une histoire, ça fera passer le temps. »« Bon, d'accord, dit Tom, mais c'est pas joli, comme on dit. » Steve et Cynthia s'approchèrent. Steve tenait la jeune fille par la taille, et elle le tenait aussi par la taille, ses doigts accrochés à un passant de la ceinture de Steve. « Racontez-nous, dit doucement Cynthia. « Allez-y. » Il le fit donc. Bien avant que quiconque songe même à exploiter le cuivre ici, on extrayait de l'or et de l'argent, dit Billingsley. Il se laissa tomber dans le fauteuil à bascule et secoua la tête quand David lui proposa un verre d'eau. « C'était bien avant qu'on pense à faire des mines à ciel ouvert, reprit Billingsley. En 1858, une entreprise appelée Diablo ouvrit Serpente à sonnette numéro 1 à l'emplacement actuel du puits chinois. Il y avait de l'or, et même pas mal. C'était une mine souterraine, elle l'était toute à l'époque, et on a suivi les veines de plus en plus profondément, alors que la compagnie minière savait à quel point c'était dangereux. Le sol, là-bas, au sud du puits actuel, n'est pas mauvais. C'est de la pierre à chaux, du skarn et une sorte de marbre du Nevada. On trouve souvent de la wollastonite dedans. Ça vaut rien, mais c'est joli. Et au nord du puits actuel, c'est là qu'ils ont creusé Rattlesnake numéro 1, le puits du serpent à sonnette. Là-bas, le sol est mauvais. Mauvais pour creuser, mauvais pour cultiver, mauvais pour tout. Les Shawshans appelaient ça de la terre aigre. Les mineurs avaient un mot aussi, un bon mot, mais je ne m'en souviens plus. Tout ça, c'est des restes ignés, vous savez, cette matière qui a été injectée dans la croûte terrestre par les éruptions volcaniques qui n'ont pas réussi à percer la surface. Il y a un mot aussi pour ce genre de déchets, mais je l'ai aussi oublié. « Du forfire, dit Audrey, qui entrait sur la scène avec un paquet de bretzel. « Quelqu'un en veut ? Ils ont une drôle d'odeur, mais ils ont bon goût. »« Non merci, dit Marie, pour tous les autres, qui secouaient la tête. »« Oui, du forfire, c'est ça, approuva Billingsley. C'est plein de trucs de valeur, comme le grenat et l'uranium, mais c'est très instable. L'endroit où ils ont creusé le serpent à sonnette numéro 1 recelait un beau filon d'or, mais c'était surtout du schiste argileux cuit. Le schiste est une roche sédimentaire assez meuble, on peut casser les cailloux entre ses mains. Quand le puits est arrivé à 25 mètres, les hommes entendaient les parois craquer autour d'eux. Alors ils ont décidé que c'en était trop, et ils sont partis. Ce n'était pas une grève pour une meilleure paye, c'était juste qu'ils ne voulaient pas mourir. Alors les propriétaires ont engagé des Chinois.
Ils les ont fait venir sur des wagons plats depuis Frisco, enchaînés comme des prisonniers. 70 hommes et 20 femmes, tous vêtus de pyjamas molletonnés avec des calottes sur la tête. Les propriétaires ont dû regretter de ne pas avoir pensé à les utiliser plus tôt, parce qu'ils présentaient toutes sortes d'avantages par rapport aux blancs. Ils ne se saoulaient pas, ils ne faisaient pas de grabuge en ville, ils ne vendaient pas d'alcool aux chauchons, et ils ne voulaient pas de putain. Ils ne crachaient même pas de jus de tabac sur les trottoirs, mais ça c'était secondaire. Le principal, c'est qu'ils descendaient aussi profond qu'on le leur disait, et qu'ils se moquaient du bruit du schiste qui s'effritait tout autour d'eux. Les tunnels étaient creusés plus vite parce qu'ils n'avaient plus besoin d'être très larges. Les Chinois étaient bien plus menus que les mineurs blancs, et on pouvait les faire travailler à genoux. En plus, tout mineur chinois pris avec de la roche aurifère sur lui pouvait être abattu sur place, et il y en a eu quelques-uns. Seigneur, dit Johnny. Oui, pas grand-chose à voir avec les vieux films à la John Wayne, admit Billingsley. En tout cas, ils étaient à 50 mètres de profondeur, presque 2 fois plus profond que lorsque les mineurs blancs avaient déposé leurs pioches, quand l'éboulement s'est produit. On raconte toutes sortes d'histoires à ce sujet. Par exemple, qu'ils avaient déterré un Weisin, une sorte d'ancien esprit de la terre, et qu'il avait détruit la mine. Ou encore qu'ils avaient rendu les Tommy Knockers furieux. Qu'est-ce que c'est, des Tommy Knockers demanda David. Oh, des emmerdeurs, dit Johnny. La version souterraine des Gremlins. 3 choses, dit Audrey, qui, assise à droite de la scène, grignotait un bretzel. Premièrement, on appelle ce genre de mine une galerie chassante, pas un puits. Deuxièmement, on perce une galerie, on ne la creuse pas. Et troisièmement, c'était un effondrement pur et simple, ni Tommy Knockers, ni esprit de la terre. Le rationalisme parle, dit Johnny. L'esprit du siècle, hurrah. On ne descendrait pas à 3 mètres dans ce genre de sol, reprit Audrey. Aucune personne saine d'esprit ne le ferait, et ils étaient à 50 mètres de profondeur. 40 mineurs, 2 cadres, et au moins 5 chevaux, tous en train de taper, de cogner et de crier. À part la dynamite, ils ont tout fait pour que ça s'écroule. Moi, ce qui m'étonne, c'est le temps incroyable pendant lequel les Tommy Knockers les ont protégés de leur propre idiotie. Donc, quand l'effondrement s'est finalement produit, reprit Billingsley, c'est dans un lieu qui aurait dû être idéal, à une vingtaine de mètres de la fendue. C'est comme ça qu'on appelle ce genre d'entrée de mine, mon garçon, dit-il à l'intention de David. Les mineurs sont remontés jusque-là, et ils ont été arrêtés par 7 mètres de schiste du Dévonien, de Scarne et tous ses restiniers. On a sonné l'alerte, et les gens de la ville sont montés sur la colline pour voir ce qui était arrivé. Même les putes et les joueurs sont montés. On entendait les Chinois qui criaient à l'intérieur, qui suppliaient qu'on les dégage avant que le reste du plafond s'effondre. On aurait dit qu'ils se battaient entre eux, ont raconté certains, mais personne n'a voulu creuser. Le bruit infernal que faisait le schiste quand le sol est instable était plus fort que jamais, et le toit était enfoncé à 2 endroits entre la fendue et l'éboulement. « Mais on n'aurait pas pu étayer ?» demanda Steve. « Oh, bien sûr que si, » dit Billingsley, « mais personne n'a voulu prendre la responsabilité de le faire. » 2 jours plus tard, le président et le vice-président de Diablo sont arrivés de Reno avec 2 ingénieurs des mines. Ils ont déjeuné dehors, près de la fendue, en discutant de ce qu'ils devaient faire, ce que mon père m'a dit. Ils ont pique-niqué sur leur nappe blanche, pendant que dans le tunnel, excusez-moi, la galerie, à 30 mètres de là, 40 êtres humains hurlaient dans le noir. Il y avait eu d'autres effondrements plus loin. On entendait comme d'énormes paix ou des rots au fond de la terre. Mais les Chinois étaient toujours là, en vie, derrière le premier effondrement, suppliant qu'on les délivre. Et au bout de 2 jours, je pense qu'ils avaient déjà tué les chevaux pour les manger. Ils n'avaient ni eau, ni lumière. Les ingénieurs ont passé la tête à l'intérieur, tout au plus, et déclaré qu'il était trop dangereux d'entreprendre quelque type d'opération de secours que ce soit. « Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait » demanda Marie. « Ils ont posé des charges de dynamite devant la fendue, et ils l'ont fait sauter, » dit Billingsley, avec un haussement d'épaule. « Ils l'ont condamné. »« Est-ce que vous voulez dire qu'ils ont délibérément enterré vivant 40 hommes » demanda Cynthia. « 42, » répondit Billingsley, en comptant le technicien et le contremaître. Le contremaître était blanc, mais c'était un ivrogne bien connu pour le langage ordurier qu'il utilisait même avec les dames. Personne n'a tenté de parler en son nom, mais personne non plus n'a pris la défense du technicien. « Mais comment est-ce possible » demanda Cynthia. « La plupart étaient chinois, madame. Alors c'était facile, » répondit Billingsley. Il y eut une rafale de vent. Le bâtiment trembla sous sa rude caresse, comme s'il était vivant.
Johnny entendit cogner la fenêtre des toilettes pour dame. Il tendait toujours l'oreille pour repérer le moment où elle s'ouvrirait suffisamment pour renverser les canettes disposées devant par Billingsley. « Mais l'histoire n'est pas tout à fait terminée, reprit Billingsley. Vous savez comment ce genre de choses croît et embellit dans l'esprit des gens au fil des années. » Il joignit les mains et agita ses doigts noueux. Sur l'écran, un oiseau gigantesque, un cerf-volant de la mort, sembla prendre son essor. « Ces histoires grandissent comme des ombres, ajouta-t-il. « Alors, ça finit comment » demanda Johnny, toujours avide, au bout de tant d'années, d'une bonne histoire, et celle-ci n'était pas mauvaise. Eh bien, 3 jours plus tard, 2 jeunes Chinois sont arrivés au Lady Day, un saloon qui se trouvait à l'actuel emplacement du tambour crevé. Ils ont tiré sur 7 hommes avant qu'on arrive à les maîtriser. Ils en ont tué 2. L'un d'eux était l'ingénieur des mines venu de Reno pour recommander qu'on condamne le tunnel. « La galerie » corrigea Audrey. « Oh, chut !» ordonna Johnny en faisant signe à Billingsley de continuer. Un des coolies, comme on les appelait, a été tué aussi dans la bataille. D'un coup de couteau dans le dos, probablement, même si les gens préfèrent en général raconter qu'un joueur professionnel, Harold Brophy, aurait lancé depuis son siège une carte qui serait venue trancher la gorge du gamin. L'autre a reçu 5 ou 6 balles, ce qui ne les a pas empêchés de le pendre le lendemain, après un simulacre de procès devant un tribunal fantoche. Je pense qu'ils ont dû être déçus, parce que, à ce qu'on dit, il avait trop perdu la tête pour comprendre ce qui lui arrivait. Il était enchaîné aux chevilles et aux poignets, blessé de partout, et il se débattait comme un lion, rugissant sans arrêt dans sa langue. Billingsley se pencha un peu en avant, comme pour s'adresser tout particulièrement à David. L'enfant le regardait avec des yeux ronds, fascinés. Il n'a parlé que dans cette langue impie, mais tout le monde a cru comprendre que son ami et lui étaient sortis de la mine et qu'ils étaient venus se venger de ceux qui d'abord les avaient fait descendre et ensuite les avaient abandonnés. Billingsley haussa les épaules. Le plus probable est que les 2 jeunes gens venaient de ce qu'on appelait le camp chinois au sud d'Ely, et qu'ils n'étaient pas aussi passifs ni aussi résignés que les autres. Au bout de 3 jours, l'histoire de l'effondrement s'était répandue, et les gens du camp avaient dû en entendre parler. Il est probable que certains avaient des parents à désolation, et il ne faut pas oublier que celui qui avait survécu à la fusillade ne connaissait en matière d'anglais que quelques jurons. On n'a pu que tenter de comprendre ces gestes, et vous savez comme les gens aiment le dernier coup de couteau à la fin d'une histoire. Moins d'1 an plus tard, on racontait que les mineurs chinois étaient toujours vivants à l'intérieur, et qu'on les entendait parler et rire, mais aussi supplier qu'on les fasse sortir, gémir et jurer de se venger. « Aurait-il été vraiment possible pour 2 jeunes gens de sortir » demanda Steve. « Non, » répondit Audrey depuis la porte. Billingsley regarda de son côté, puis posa ses yeux gonflés et rougit sur Steve. « C'est pas impossible, dit-il. Les 2 garçons ont pu rebrousser chemin vers le fond du tunnel, pendant que les autres s'agglutinaient derrière l'éboulement. Il est possible qu'ils se soient souvenus d'un puits d'aérage ou d'une cheminée. »« Oh, foutaise !» dit Audrey. « Non, pas du tout, » rétorqua Billingsley. « Et vous le savez, c'est un vieux terrain volcanique. Il y a même du porphyre extrusif à l'est de la ville. On dirait du verre noir avec des éclats de rubis dedans. Ce sont des grenats. Et quand on a de la roche volcanique, on a toujours des tunnels et des cheminées. »« Oui, mais les chances pour que 2 hommes aient... » commença Audrey. « Oui, en fait, c'est juste une hypothèse, » la coupa Marie d'un ton conciliateur. « Une hypothèse de merde, » grogna Audrey, en attaquant un autre bretzel douteux. « En tout cas, voilà l'histoire, » dit Billingsley. « Des mineurs enterrés vivants, 2 sortis, tous 2 ayant perdu l'esprit, et ils essayent de se venger. Plus tard, des fantômes dans le sol. C'est une histoire idéale pour une nuit de tempête, dit-il en tournant vers Audrey, son visage au sourire d'ivrogne. « Vous avez creusé là-bas, mademoiselle. Vous et votre équipe, vous n'êtes pas tombés sur des ossements par hasard. »« Mais vous êtes ivre, monsieur Billingsley, dit-elle froidement. »« Non, répondit-il. Je préférerais, mais je ne le suis pas. Excusez-moi, mesdames et messieurs, les longues histoires, ça me donne toujours envie de pisser. Ça ne rate jamais. » Il traversa la scène, tête baissée, épaules affaissées, titubant légèrement. L'ombre qui le suivit était grotesque, gigantesque et difforme. Ses talons claquaient. Ils le regardaient partir quand ils sursautèrent tous en entendant un bruit mat. Cynthia eut un petit sourire coupable et souleva sa chaussure. « Oh, désolé, dit-elle, une araignée. J'ai cru que c'était une de ces têtes de violon. »« Dos de violon, corrigea Steve.
Johnny se pencha pour regarder, les mains sur les genoux. « Non, dit Johnny. « Non quoi » demanda Steve. « Oh, pas un, mais deux. Une paire, dit Johnny, en se redressant sans vraiment sourire. « Peut-être des dos de violon chinois ?» Tac. Kana wan me Allah. Les yeux du cougar s'ouvrirent. Il se leva, sa queue commença à battre, le moment était presque venu. Les oreilles dressées, il écouta quelqu'un qui pénétrait dans la pièce derrière la vitre. Il leva les yeux, toute son attention mobilisée. Il faudrait que son saut soit parfait pour traverser, et la perfection était exactement ce qu'exigeait la voix dans sa tête. Il attendit, le petit grondement terrifiant montant une fois de plus de sa gorge, sortant cette fois non plus seulement de ses narines, mais aussi de sa gueule, car il avait retroussé les babines, découvrant ses dents. Peu à peu, il se ramassa sur ses pattes arrière. Presque le moment, presque. Tac, antenne. Billingsley passa d'abord la tête dans les toilettes pour dames et éclaira la fenêtre avec sa torche. Les bouteilles étaient toujours en place. Il avait craint qu'un violent coup de vent n'ait réussi à ouvrir suffisamment la fenêtre pour les faire tomber, créant une fausse alerte, mais cela ne s'était pas produit. Et il y avait maintenant peu de chance pour que cela se produise, le vent faiblissait. La tempête, une tornade d'été comme il n'en avait jamais vu, perdait de sa force. En attendant, il avait un problème, cette soif à étancher. Sauf que ces 5 dernières années environ, c'était devenu moins une soif qu'une démangeaison, comme s'il avait contracté une curieuse forme d'urticaire, une urticaire qui affecterait le cerveau et non la peau. Enfin, c'était sans importance. Il savait comment régler le problème, et c'était l'essentiel, puisque ça lui faisait oublier le reste, la folie du reste. S'il s'était seulement agi d'un danger banal, d'un individu incontrôlé brandissant une arme, il aurait pu, croyait-il, y faire face, vieux ou pas, ivre ou pas. Mais ce n'était rien de tel. La géologue continuait à prétendre que si, qu'il ne s'agissait que d'Entragian, mais Billingsley savait que non. Parce que Entragian était différent maintenant. Il l'avait dit aux autres, et Helen Carver l'avait traité de fou. Mais en quoi Entragian était-il différent? Et pourquoi sentait-il, lui, Billingsley, que le changement intervenu chez le policier était majeur, sans doute vital, tout à fait crucial pour eux? Il n'en savait rien, mais il aurait dû le savoir. Ça aurait dû être aussi clair que le nez au milieu de la figure, mais ces derniers temps, quand il buvait, tout se mettait à flotter, comme s'il devenait sénile. Il n'arrivait même plus à se souvenir du nom du cheval de la géologue, de cette jument à la patte foulée. « Mais si, je le peux, murmura-t-il. Si, je le peux, c'était... Mais c'était quoi, hein, vieux poivreau? T'en sais rien? Si, c'était Sally, s'écria-t-il triomphant. Il dépassa la porte de secours condamné et pénétra dans les toilettes des hommes. Il explora rapidement les lieux avec sa torche. Oui, Sally, c'était ça son nom. Il orienta le faisceau lumineux vers le mur et le cheval aux naseaux fumants qui y galopait. Il ne se souvenait pas de l'avoir dessiné, il était dans le cirage sans doute, mais c'était son œuvre et pas la moins réussie. Il aimait la façon dont le cheval avait l'air à la fois fou et libre, comme s'il venait d'un autre monde où les déesses montaient encore accrues, parcourant des lieues entières dans leur course folle. Ses souvenirs se clarifièrent soudain, un peu, comme si l'image au mur lui avait ouvert l'esprit. Oh oui, Sally, elle s'appelait. C'était 1 an plus tôt, en gros. Les rumeurs de réouverture de la mine commençaient juste à se concrétiser. Voitures et camions remplissaient les zones de stationnement autour du baraquement qui servait de quartier général à la mine. Des avions commençaient à se poser sur le terrain au sud du village, et on lui avait dit un soir, ici même, dans l'ouest américain en fait, entre 2 verres avec les copains, qu'il y avait une géologue qui vivait dans l'ancienne maison de Reaper, jeune, célibataire et jolie. Billingsley avait besoin de pisser, il n'avait pas menti à ce propos, mais ce n'était pas son besoin le plus pressant pour l'instant. Il y avait dans un des lavabos un chiffon bleu si sale que jamais on n'aurait osé le manipuler sans pincette, sauf en cas de nécessité absolue. Le vieux vétérinaire le souleva, révélant une bouteille de satin smooth, un torboyau imbuvable, mais portant l'étiquette whisky. Dans la tempête, n'importe quel port. Il dévissa le bouchon, puis tenant la bouteille à 2 mains, parce qu'elle tremblait trop, avala une longue gorgée. Du napalm glissa dans sa gorge et explosa dans son ventre. Il le brûla, pour sûr. Mais que disait cette chanson de Patty Loveless qui passait tout le temps à la radio?
Fais-moi mal, chérie, délicieusement mal. Il fit descendre la première gorgée avec une petite deuxième. Il tenait plus facilement la bouteille maintenant, il ne tremblait plus. Puis il reboucha la bouteille, qu'il remit dans le lavabo. Elle m'a appelé, murmura-t-il. À l'extérieur de la fenêtre, les oreilles du cougar tournèrent au son de sa voix. Il se ramassa encore un peu plus sur ses pattes arrière, attendant que l'homme se rapproche de la fenêtre, se rapproche de l'endroit où l'amènerait son seau. Oui, la dame m'a appelé au téléphone. Elle a dit qu'elle avait une jument de 3 ans qui s'appelait Sally. Oui, monsieur. Il recouvrit sans y penser la bouteille de son chiffon, la cachant par habitude, tout à l'évocation de cette journée de l'été précédent. Il s'était rendu chez Ripper, une jolie maison d'adobe dans les collines, et un type de la mine, ce noir qui allait devenir réceptionniste au bureau, l'avait conduit au cheval. Il avait dit qu'Audrey venait de recevoir un appel urgent et qu'elle devait partir en avion pour le quartier général de la compagnie à Phoenix. Et puis, tandis qu'il se rendait à l'écurie, le noir avait regardé par-dessus son épaule et il avait dit « La voilà qui part !» Billingsley dirigea à nouveau sa torche vers le cheval qui galopait sur les carreaux de céramique, et il le regarda, les yeux écarquillés, perdu dans ses souvenirs, sa vessie temporairement oubliée. « Et il l'a appelé ?»« Oui, monsieur. »« Eh oh !» avait-il crié en agitant le bras. Elle lui avait répondu de la main. Billingsley avait fait un signe lui aussi, en se disant que les rumeurs étaient justes. Elle était jeune et elle était jolie. Pas une star de cinéma qui vous met sur le cul, mais vraiment bien pour un endroit sur cette terre où aucune célibataire ne payait jamais ses consommations au bar si elle ne le pouvait pas. Il s'était occupé de son cheval, avait donné au noir un peu de liniment pour continuer les soins, et plus tard, la jeune femme était revenue en personne en acheter davantage. C'est Marcia qui le lui avait dit. Il était parti près de Washoe pour des moutons malades. Depuis, il l'avait souvent vu en ville. Il ne lui avait pas parlé, non monsieur, pas question, il ne fréquentait pas les mêmes gens. Mais il l'avait vu dîner à la pension Antlers ou au Hibou, et une fois à la prison à Ely. Il l'avait vu prendre un verre à la chope ou au tambour avec d'autres gens de la mine, jouer l'addition au dé, faire ses courses chez Worrell et acheter de l'essence au garage Conoco. Une fois même, il l'avait croisée à la quincaillerie, où elle achetait une boîte de peinture et un pinceau. Oh oui, monsieur, il l'avait vue souvent. Dans un village aussi petit et aussi isolé, on voyait tout le monde souvent. Mais pourquoi est-ce que tu repasses tout ça dans ta tête d'imbécile se demanda-t-il, en s'approchant enfin de la cuvette. Ses bottes crissaient sur la poussière, le sable et le mastic qui était tombé des carreaux. Il s'arrêta un peu en deçà du point où il pouvait viser et tirer, et dirigea le rayon de sa lampe vers le bas pour rouvrir sa braguette. Quel était le rapport entre Audrey Weyler et Collie? Qu'est-ce qu'elle pouvait bien avoir à faire avec Collie? Il ne se souvenait pas de les avoir jamais vus ensemble, ni d'avoir entendu dire qu'ils se fréquentaient. Non, c'était pas ça. Mais alors quoi? Et pourquoi son esprit continuait-il à lui suggérer que ça avait un rapport avec le jour où il était allé voir la jument? Il ne l'avait même pas vue ce jour-là. Enfin, juste une minute, et de loin. Il se plaça face à la cuvette et sortit son engin. Bon sang, il était temps. Tu bois un demi-litre, tu pisses 1 litre, c'est ce qu'on dit, non? Elle faisait signe de la main. Elle se dépêchait de monter en voiture. Elle partait pour le terrain d'aviation. Elle allait à Phoenix. Elle portait un tailleur strict, bien sûr, parce qu'elle n'allait pas au baraquement dans le désert. Elle allait quelque part où il y avait des tapis par terre et où on montait plus de 3 étages. Elle allait voir les gros bonnets. Elle avait de jolies jambes. Je baisse, mais je ne suis pas trop vieux pour apprécier un beau genou. Joli, oui. Oh oui, monsieur. Mais... Et soudain, tout fut clair dans son esprit. Ce ne fut pas un simple déclic, mais une illumination, comme si la foudre venait de frapper. Et pendant un instant, avant que le cougar fasse entendre son grognement rauque, il pensa que le bruit de verre brisé était seulement dans son esprit, que c'était le bruit de l'inspiration. Puis le grognement commença, montant très vite au niveau d'un hurlement qui le fit uriner de peur. Pendant un moment, il lui fut impossible d'associer ce bruit avec quoi que ce soit ayant jamais vécu sur terre. Il pivota sur lui-même, arrosant tout en arc de cercle, et vit une forme sombre aux yeux verts se détacher sur le carrelage. Des morceaux de verre brisé luisaient sur la fourrure de son dos. Il comprit immédiatement de quoi il s'agissait, son esprit associant rapidement la forme au son, en dépit de la surprise et de la terreur. Le cougar, la torche électrique révéla qu'il s'agissait d'une très grande femelle, leva la tête et feula dans sa direction, découvrant 2 rangs de longues dents blanches.
Et le 3006 était resté sur la scène, posé contre l'écran. « Oh Seigneur, non !» murmura Billingsley, en jetant la torche électrique au-dessus de l'épaule droite du cougar, le ratant intentionnellement. Quand l'animal furieux tourna la tête pour voir ce qu'on avait jeté, Billingsley fila vers la porte. Il courut tête baissée, sans refermer sa braguette. Le cougar laissa échapper un autre de ses cris de rage, le cri d'une femme qu'on brûle ou qu'on frappe, cri assourdissant dans les toilettes fermées. Puis il bondit sur Billingsley, pattes avant écartées, toutes griffes dehors. Elles s'enfoncèrent dans son dos, alors qu'il tentait d'attraper la poignée de la porte, tranchant ses maigres muscles, le marquant de lignes sanglantes en forme de V. Les grosses pattes s'accrochèrent dans la ceinture de son pantalon et restèrent un moment, tirant le vieil homme, qui hurlait aussi maintenant, vers le milieu de la pièce. La ceinture céda, et il tituba en arrière, retombant sur le dos du cougar. Il roula sur lui-même, atterrit sur le sol, jonché d'éclats de verre, mit un genou en terre, et le fauve fut à nouveau sur lui. Il le fit tomber sur le dos et chercha sa gorge. Billingsley leva une main, et la bête en arracha un morceau. Le sang formait sur ses moustaches des gouttes semblables à des grenats. Billingsley cria, et projeta son autre main sous le menton du fauve pour le repousser et le faire lâcher. Il sentit sur sa joue la laine forte qui poussait comme des doigts chauds. Au-delà de son agresseur, il vit le cheval sur le mur, son cheval qui courait, sauvage et libre. Il se jeta en avant, secouant son bras, sa main prisonnière des mâchoires, et il n'y eut plus que la douleur. Elle remplit le monde. Cynthia se versait un verre d'eau quand le cougar poussa son premier cri. Le bruit détendit tous ses nerfs et ses muscles. La bouteille en plastique glissa de ses doigts mous, heurta le sol entre ses chaussures et explosa comme une bombe à eau. Elle reconnut immédiatement le son, le rugissement d'un grand fauve, même si elle ne l'avait jamais entendu ailleurs qu'au cinéma. Et d'ailleurs, n'était-elle pas dans un cinéma? Puis il y eut le cri d'un homme. Tom Billingsley criait. Elle se retourna, vit Steve regarder Marinville, vit Marinville détourner les yeux, les joues plombées, les lèvres serrées mais tremblant tout de même. À cet instant, l'écrivain lui parut vulnérable, égaré et curieusement féminin avec ses longs cheveux gris, comme une vieille femme qui a perdu conscience non seulement de l'endroit où elle se trouve, mais de qui elle est. Néanmoins, c'est du mépris que Cynthia ressentit pour Johnny à cet instant. Steve regarda Ralph, qui hocha la tête, prit son arme et courut vers la porte à gauche de la scène. Steve le rattrapa, et ils disparurent côte à côte. Le vieil homme cria de nouveau, mais cette fois son cri avait une qualité abominablement liquide, comme s'il se gargarisait furieusement, et cela ne dura pas longtemps. Le cougar gronda encore. Marie s'approcha du patron de Steve et lui tendit le fusil que jusque-là elle n'avait presque jamais lâché. « Prenez ça et allez les aider, dit-elle. Il la regarda en se mordant les lèvres. « Écoute, petite, je n'y vois rien dans le noir. Je sais que ça peut paraître. » Et le chat sauvage miaula. Le son était si puissant qu'il perça les oreilles de Cynthia. Un frisson lui remonta le long du dos. « Oui, ça paraît assez clair, effectivement, dit Marie en se détournant. Vous n'êtes qu'un trouillard prétentieux. » Marinville se mit en mouvement, mais lentement, comme quelqu'un qu'on vient de réveiller d'un profond sommeil. Cynthia vit le fusil de Billingsley contre l'écran et ne l'attendit pas. Elle prit l'arme et courut à travers la scène, tenant le fusil au-dessus de sa tête, comme un combattant de la liberté brandissant une banderole. Non pas par romantisme, mais parce qu'elle ne voulait pas que l'arme, heurtant un obstacle, parte toute seule. Elle aurait risqué de blesser quelqu'un. Elle dépassa 2 chaises poussiéreuses devant ce qui semblait être le tableau de contrôle des éclairages, puis emprunta les 3 couloirs qu'ils avaient pris pour gagner la scène au début. Des briques d'un côté, du bois de l'autre, une odeur de vieux mecs qui ont du temps à perdre, et trop de jus à en juger par les cassettes vidéo. Il y eut un autre miaulement de l'animal, encore plus fort, mais rien venant du vieil homme. Ce n'était pas bon signe. Une porte s'ouvrit pas très loin devant, avec un son creux, le son que fait une porte de toilette publique quand elle heurte le carrelage du mur. Alors, toilette des hommes ou toilette des femmes? Sûrement les toilettes des hommes, parce que c'est là que se trouvent les chiottes chimiques. « Attention !» cria la voix de Ralph. « Seigneur, Steve !» Le grand félin émit une sorte de feulement rugissant. Il y eut un choc. Steve cria, mais elle n'aurait su dire si c'était de douleur ou de surprise. Puis il y eut 2 explosions assourdissantes. Les éclairs de poudre illuminèrent le mur en face des toilettes des hommes.
révélant un instant les extincteurs d'incendie sur lesquels un plaisantin avait accroché un vieux sombrero. Instinctivement, elle se baissa, puis entra dans la pièce. Ralph Carver tenait la porte ouverte avec son corps. La pièce n'était éclairée que par la torche du vieil homme qui avait roulé dans un coin. Sa lentille pointée vers le mur carrelé renvoyait juste assez de clarté pour qu'on y voie un peu. Cette faible lueur et les volutes de fumée du fusil que Ralph venait de décharger donnaient à la scène un aspect hallucinatoire qui lui rappela sa demi-douzaine d'expériences de la mescaline. Billingsley rampait, presque inconscient, vers les urinoirs, la tête tellement baissée qu'elle traînait sur le carrelage. La chemise et son maillot de corps avaient été déchirés dans le dos, et du sang s'écoulait de la blessure. On aurait dit qu'il avait été fouetté par un maniaque. Au milieu de la pièce se dansait une valse bizarre. Le cougar était dressé sur ses pattes arrière, les pattes avant sur les épaules de Steve. Du sang lui coulait sur les flancs, mais il ne semblait pas avoir été gravement touché. Un des coups de feu de Ralph avait dû le rater. Cynthia vit que la moitié du cheval au mur avait été emportée en 1000 morceaux. Steve avait les bras croisés devant sa poitrine, avant-bras appuyés contre la poitrine du cougar. « Tirez !» cria-t-il. « Pour l'amour du ciel, tirez encore !» Ralph, le visage figé en un masque d'ombre dans la faible lumière, leva son fusil, visa, puis le rabaissa avec une expression d'angoisse. Cynthia comprit pourquoi. Il avait peur de toucher Steve. Le félin miaula et projeta sa tête triangulaire en avant. Steve recula la sienne, et ils évoluèrent ainsi, comme deux hommes ivres, les griffes du félin s'enfonçant plus profondément dans les épaules de Steve, au point que Cynthia pouvait maintenant voir le sang imprégner la combinaison autour de chaque griffe. La bête battait de la queue comme si c'était un fouet. Ils décrivirent un dernier demi-tour avant que Steve se heurte aux toilettes au milieu de la pièce. Il eut du mal à rétablir son équilibre, retenant désespérément le cougar de ses bras croisés. Billingsley avait atteint le coin le plus éloigné de la pièce, et pourtant il continuait à essayer de ramper, comme si l'attaque du félin l'avait transformé en une sorte de jouet mécanique condamné à bouger jusqu'à ce que la clé ait fini de tourner. « Mais abattez cette bon Dieu de bête !» hurlait Steve. Il réussit sans tomber à insérer un pied entre la partie basse du cadre des toilettes et le sac de toile, mais il n'avait plus aucun moyen de reculer, et le cougar ne tarderait pas à le renverser. « Allez, Ralph, tirez !» Ralph leva à nouveau son fusil, les yeux grands ouverts, se mordant la lèvre inférieure, et c'est alors que Cynthia fut violemment poussée de côté. Elle fut projetée à travers la pièce et se raccrocha au deuxième des 3 lavabos, juste avant que son visage n'aille heurter le miroir. Elle se retourna et vit Marinville entrer dans la pièce, serrant sous son bras droit la crosse de l'arme de Marie. Ses cheveux gris sales volaient sur ses épaules. Cynthia se dit que jamais elle n'avait vu de sa vie une expression aussi terrifiée, mais maintenant qu'il était en mouvement, Marinville n'hésita pas. Il posa le double canon du Rossi contre la tête de l'animal. « Pousse !» hurla-t-il. Steve poussa. La tête du fauve s'écarta de lui en se soulevant. Ses yeux verts semblaient allumés de l'intérieur, comme si ce n'était pas un être vivant, mais une sorte de lanterne. L'écrivain fit une grimace, détourna un peu la tête et pressa les 2 détentes. Il y eut un rugissement assourdissant qui étouffa même les coups de fusil. Une violente lumière sortit des canons et Cynthia sentit une odeur de poils brûlés. Le cougar tomba sur le flanc, la tête presque arrachée, sa fourrure fumant sur sa nuque. Steve décrivit des moulinets avec ses bras pour retrouver l'équilibre. Marinville, sonné, ne fit qu'un faible effort pour le retenir, et Steve, son gentil nouvel ami, s'effondra par terre. « Oh, Seigneur, je crois que mes boyaux ont lâché, » dit Marinville, presque sur le ton de la conversation. « En fait, non, je crois que c'était juste le vent, dans les saules. Et Steve, ça va ?» Cynthia était à genoux près de lui. Il s'assit et regarda autour de lui d'un air hébété, puis grimaça quand elle posa le doigt sur une des taches de sang à l'épaule. « Je crois, » dit-il en tentant de se lever. « Merci, patron. » Cynthia lui entoura la taille de son bras, prit une grande inspiration et le souleva. « Je n'arrive pas à y croire, » dit Marinville. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Cynthia eut le sentiment d'avoir affaire à un individu vivant sa vie et non pas à un acteur jouant un rôle. « Je n'arrive pas à croire que je l'ai fait, » reprit Johnny. « Cette femme m'a humilié, alors je l'ai fait. Et Steve, t'es sûr que ça va ?»« Il a des plaies aux épaules, » dit Cynthia. « Mais ça peut attendre. Il faut qu'on aide le vieux Veto. » Marie entra, en brandissant l'arme de Marinville, la carabine Mossberg qui n'était pas chargée.
Elle serrait le canon à deux mains, et Cynthia lui trouva un visage étrangement posé. Elle contempla le spectacle, que la fumée rendait encore plus irréel, puis se précipita vers Billingsley, qui tentait toujours désespérément de s'enfoncer dans le mur. Il finit par s'affaisser complètement. Sa tête heurta le carrelage en dernier et glissa de haut en bas. Ralph tendit la main vers l'épaule de Steve, vit le sang et se contenta de lui prendre le biceps. « Je n'ai pas pu, dit-il. Je voulais le faire, mais je ne pouvais pas. Après les 2 premiers coups, j'ai eu peur de vous toucher au lieu de lui. Et quand vous avez finalement pivoté, de façon à ce que je puisse tirer de côté, Marinville est arrivé. « Oh, c'est bon, dit Steve. Tout est bien qui finit bien. » Je lui devais bien ça, dit l'écrivain, avec un entrain de footballeur vainqueur, que Cynthia trouva plutôt déplacé. C'est à cause de moi qu'il est. Venez par là, dit Marie, d'une voix bouleversée. Seigneur Jésus, oh merde, il saigne tellement. Tous 4 se rassemblèrent autour de Marie et Billingsley. Elle l'avait retourné sur le dos, et Cynthia grimaça quand elle vit la main du vieux bonhomme presque entièrement dévorée. Tous les doigts, sauf le petit, étaient déchiquetés jusqu'à la paume. Mais ce n'était pas le pire. Le bas de son cou et son épaule avaient été ouverts, du sang coulait de la plaie. Pourtant, il était conscient, les yeux brillants. « La jupe !» murmura-t-il d'une voix rauque. « La jupe !»« Oh, n'essayez pas de parler, mon vieux, dit Marinville. Il se pencha, ramassa la torche électrique et la dirigea vers Billingsley. Ce n'était pas beau à voir. Il y avait une telle flaque de sang près de la tête du vieux monsieur que Cynthia n'arrivait pas à comprendre comment il pouvait être encore en vie. « Il nous faut des compresses, dit Marie. Ne restez pas là sans rien faire. Aidez-moi, il va mourir si on n'arrête pas immédiatement l'hémorragie. » Mais c'est trop tard, ma vieille, songea Cynthia sans le dire. Steve défit son haut de combinaison et retira son t-shirt, révélant 3 beaux trous dans une épaule et 4 dans l'autre. On aurait dit des godets remplis de sang. Il plia 2 fois le t-shirt et le tendit à Marie. Elle hocha la tête, le replia une fois de plus et le pressa sur le cou de Billingsley. « Viens, dit Cynthia en prenant Steve par le bras. On retourne sur la scène. Faute de mieux, je peux au moins te nettoyer ça avec de l'eau minérale. Il y a plein de bouteilles sur l'étage. »« Non !» hurla presque le vieil homme. « Restez. Il faut que vous entendiez ça. »« Mais vous ne pouvez pas parler, dit Marie, en pressant plus fort la carotide avec la compresse improvisée qui rougissait déjà. L'hémorragie ne cessera jamais si vous parlez. »« Oh, trop tard. Trop tard pour jouer au docteur, dit-il d'une voix rocailleuse en roulant des yeux vers Marie. Je meurs. Mais non, c'est ridicule, dit-elle. Si je meurs, répéta-t-il en s'agitant sous ses mains. Son dos déchiré produisait contre le carrelage un son qui donna la nausée à Cynthia. Penchez-vous, tout près, et écoutez-moi. Steve regarda Cynthia. Elle haussa les épaules, et tous 2 s'agenouillèrent près des jambes du vieil homme, l'épaule de Cynthia contre celle de Marie, Marinville et Carver se penchant vers lui de l'autre côté. « Mais il ne devrait pas parler, dit Marie, moins sûre d'elle. « Laissez-le dire ce qu'il a à dire, décida Marinville. Qu'est-ce qu'il y a, Tom ?»« Trop courte pour le travail, murmura Billingsley. Il les regardait, ses yeux les suppliant de comprendre. Steve secoua la tête. « Et je ne comprends pas. » Billingsley humecta ses lèvres. « Je l'ai vu une seule fois en robe avant. C'est pour ça que j'ai mis trop longtemps à comprendre ce qui n'allait pas. » Une expression stupéfaite apparut sur le visage de Marie. « Oui, elle a dit qu'elle avait un rendez-vous avec le contrôleur. Il venait de Phoenix pour qu'elle lui fasse un rapport sur quelque chose d'important, quelque chose qui coûte beaucoup d'argent, et elle met une robe si courte qu'elle va lui montrer sa petite culotte chaque fois qu'elle croise les jambes. Je ne crois pas. » Des perles de sueur coulaient sur ses joues pâles. « Je me sens si idiot, murmura Billingsley. Mais c'est pas tout de ma faute, pourtant. Non, je la connaissais pas vraiment. J'étais pas là la seule fois où elle est venue au bureau demander du liniment. Je l'ai toujours vue que de loin. Et par ici, presque toutes les femmes portent des jeans. J'avais trouvé, et je me suis mise à boire. Et j'ai perdu le fil à nouveau. La robe, elle était bien quand elle l'a mise, vous comprenez ? » « Mais de quoi parle-t-il ? demanda Ralph. Comment pouvait-elle lui aller quand elle l'a mise et être trop courte plus tard ? Plus grande, murmura le vieil homme. Quoi ? demanda Johnny à Steve.
On dirait qu'il a dit « plus grande », répéta soigneusement Billingsley, avant de se mettre à tousser. Le t-shirt plié, que Marie tenait contre son cou et son épaule, était maintenant imprégné de sang. Ses yeux roulaient de l'un à l'autre. Il tourna la tête de côté, cracha du sang, et la toux s'apaisa. « Seigneur Dieu, dit Ralph, elle est comme Entragian? Est-ce que c'est bien ce que vous dites? Elle est comme le flic? Oui, enfin, je ne suis pas sûr. Je l'aurais vu tout de suite, mais... Monsieur Billingsley, pensez-vous qu'elle puisse être affectée du même mal que le flic? Demanda Marie. Il lui adressa un regard reconnaissant et lui serra la main. En tout cas, elle ne saigne pas comme lui, dit Marinville. Pas de façon telle que nous puissions le voir, dit Ralph. Pas encore, en tout cas. Ouh articula Billingsley en regardant vers la porte. Il se mit à tousser et fut incapable de terminer, mais c'était inutile. Ils s'échangèrent un regard stupéfait et Cynthia se retourna. Audrey n'était pas là. David Carver non plus.